Bien, nous continuons et nous allons écouter tout d'abord Farouk Mardambe. Après Farouk et les questions que pourrait susciter son intervention, je vous dirai quelques mots et on passera à la projection d'un film de 11 minutes avant d'avoir la conclusion de nos 2 premières journées. Alors, Farouk Mardambe va vous parler de la production littéraire syrienne, bilan et perspective. Alors, je pense que tout le monde connaît Farouk Mardambe, mais pour les quelques rares personnes qui pourraient ne pas encore le connaître, je rappelle qu'il a été bibliothécaire à l'Institut national des langues et des civilisations orientales, directeur de la publication de la revue d'études palestiniennes, conseiller culturel à l'Institut du monde arabe. Il dirige chez Actes Sud depuis 1995 la collection très connue Sinbad, consacrée notamment à la traduction de la littérature arabe, classique et contemporaine. Il a publié en collaboration avec Samir Kassir Itinéraire de Paris à Jérusalem, la France et le conflit israélo-arabe, avec Elias Sanbar, Être arabe, chez Actes Sud en 2007, avec Edwy Plenel et Elias Sanbar, Notre France, aussi chez Actes Sud, 2011. Alors il est aussi, ça c'est, il faut le signaler, même si c'est plus amusant, l'auteur de 3 livres sur l'art culinaire dans le monde arabe, et il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs à caractère historique, politique, littéraire ou bibliographique. Farouk, c'est à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, ça devient une habitude au début de chaque intervention. Je dois vous demander de m'excuser parce que j'ai la voix prise, rock. Depuis ces derniers temps, elle est devenue encore plus rock. Comme pour emprunter à Bertolt Brecht, l'injustice rend la voix rock. Et quelle plus grande injustice que celle que subit notre peuple. Toutes les littératures du monde arabe sont traversées en fait par les mêmes courants, et cela depuis le XIXe siècle, depuis la Nahda. Toutes s'écrivent dans la même langue, la langue arabe médiane. Toutes traitent pratiquement des mêmes thèmes, et toutes entretiennent le même type de rapport avec le patrimoine classique et post-classique et avec les littératures étrangères. Cela est d'autant plus vrai que depuis, disons, le début des années 70, on a assisté à la constitution d'un champ culturel arabe unifié, et cela a signifié que les écrivains arabes, les intellectuels arabes en général, participent globalement d'un même mouvement. Cela étant dit, il y a dans chaque pays des conditions spécifiques pour la production littéraire. Et celles de la Syrie sont particulièrement draconiennes. Je crois qu'elles ne ressemblent qu'à celles qui existaient en Irak du temps de Saddam Hussein ou en Libye, du temps de Kadhafi. Et c'est en évoquant ces conditions qu'on pourrait mieux comprendre non seulement les démarches des écrivains syriens les plus connus, disons, durant ces 40 dernières années, mais aussi les démarches nouvelles auxquelles on a assisté, surtout à partir de l'an 2000, après la mort de Hafez al-Assad. Alors, la première de ces conditions est connue de tout le monde, c'est que la Syrie vit depuis la fin de 1962 sous le régime de l'état d'urgence. Et ce régime de l'état d'urgence, bien entendu, frappe de plein fouet toute création littéraire et artistique. En quoi ça consiste ? Je vais vous citer les 4 aspects principaux de cette loi. Premièrement, limiter autant que le législateur le juge nécessaire les droits de réunion, de résidence et de circulation. Deuxièmement, à arrêter sans jugement toute personne considérée comme dangereuse pour l'ordre public et la sûreté de l'État. Troisièmement, à perquisitionner
au domicile, à surveiller le courrier et les appels téléphoniques. Ensuite, à censurer la presse, les écrits et les œuvres graphiques. Bref, à supprimer toutes les libertés publiques et une bonne partie des libertés individuelles. C'est cette législation qui régit la vie sociale, culturelle des Syriens. Et ce n'est pas la Constitution qui a été promulguée une dizaine d'années plus tard et qui, elle, comme la Constitution stalinienne d'ailleurs, reconnaît toutes les libertés. La liberté de conscience, la liberté de penser, etc. Mais en fait, chaque article de la Constitution se termine par cette formule magique selon des dispositions de la loi, dans les limites de la loi, et la loi, c'est la loi de l'état d'urgence. Deuxième point extrêmement important, à mon avis, pour comprendre la production syrienne, c'est la relation entre les intellectuels et le pouvoir. Et là, il y a beaucoup d'autocritique à faire, à vrai dire. Pourquoi ? Parce que depuis le XIXe siècle, il y a les intellectuels, en général, ont été des alliés des États modernisateurs, disons. Et cela a été le cas aussi en Syrie, parce qu'on peut dire qu'une majorité d'intellectuels soutenaient le régime, finalement, alors que la majorité de la population ne le soutenait pas, mais soutenait le régime du Baas, né en 1963, 7 ans avant la prise du pouvoir par Hafez al-Assad. Et cela selon une analyse que le très regretté dramaturge syrien Saad al-Wannous a bien définie quand il a dit qu'il pensait qu'il existait dans la plupart des pays du tiers-monde, dont la Syrie, une zone d'ambiguïté historique qui permet qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et la société et entre les différentes classes et couches sociales. Et cela parce que le pouvoir n'était pas encore suffisamment fort pour éradiquer complètement les oppositions et pour marginaliser la société civile. Or, poursuit Sardallah, ce qui s'est passé à partir de 1980 surtout, c'est que ce pouvoir est devenu particulièrement fort et particulièrement prédateur et qu'il a supprimé justement la société civile et les intellectuels qui étaient ses alliés traditionnels. Il y a une partie d'entre eux qui s'est ralliée sans gloire à ce régime, d'une manière totale, et une partie qui a été laminée dans les prisons par la répression. Le nombre des intellectuels, des écrivains, des artistes qui ont connu la prison durant ces terribles décennies 80 ne se compte pas. Le troisième point important, c'est l'étatisation de la culture en Syrie, et cela depuis très longtemps. Et l'étatisation, je dirais, par un État qui n'est pas un véritable État, qui est un État privatisé par un clan au pouvoir. Les deux institutions qui tiennent le haut pavé sont le ministère de la Culture et l'Union des écrivains. Le ministère de la Culture en Syrie a été créé en 1959, du temps de l'unité entre la Syrie et l'Égypte, et il faut dire qu'à l'origine, il a eu à sa tête des personnes extrêmement compétentes et qu'il a réalisé un certain nombre de choses qui sont tout à fait positives. Par exemple, la publication d'une partie du patrimoine arabe, par exemple un très bon programme de traduction littéraire des langues étrangères et un soutien à la création, un achat d'art plastique, etc. Mais cela a vite disparu sous la pression politique et le ministère de la Culture lui-même en est arrivé à censurer sa propre production. C'est-à-dire un livre publié par le ministère de la Culture pouvait être censuré 1 an plus tard. Et puis, il faut dire aussi, et ça c'est une chose qui ne concerne pas la Syrie, qu'au moment où on a créé le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation
ne faisait plus son travail, c'est-à-dire l'éducation publique gratuite, etc., baissait de niveau en Syrie d'une manière absolument catastrophique. Et que, donc, parler de démocratisation de la culture à travers le ministère de la Culture ne sert à rien, parce que dans l'éducation nationale, on a remplacé la littérature et les sciences humaines par une inculcation idéologique de la pensée présidentielle, la pensée du bas, etc. Parce qu'on a supprimé les langues étrangères, et c'est une véritable calamité aussi, on la ressent aujourd'hui dans nos pays, de la méconnaissance généralisée des langues étrangères dans le pays, et en général par la baisse générale du niveau culturel. Donc, même s'il y a un ministère de la Culture qui fait son travail, avec un public qui n'est pas, lui, formé pour pouvoir accéder aux grandes œuvres de la culture, cela ne sert pratiquement à rien. Mais ce qui est catastrophique réellement, c'est l'Union des écrivains. L'Union des écrivains a été créée en 1969. Et pour vous donner une idée, cette union regroupe 800 personnes. 800 personnes, c'est dire qu'il y a 700 qui ne sont pas des écrivains. Bon, qui ne sont pas des écrivains, mais toute personne qui a publié un livre est considérée comme écrivain. Et cela a permis à la direction de l'Union des écrivains de faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire de prendre en main toute la production littéraire, ou l'essentiel de la production littéraire syrienne, de la censurer, je vais y venir, et de faire subordonner la littérature aux appareils sécuritaires. L'Union des écrivains a un bureau exécutif qui compte 25 personnes. Obligatoirement, il y a 13 membres qui appartiennent au parti base. Et en plus, s'ajoutent les membres du fameux Front progressiste, patriotique progressiste, c'est-à-dire des groupuscules ralliés au pouvoir. Ce qui fait que la décision, le pouvoir de décision, revient vraiment aux autorités politiques du pays. En principe, l'Union a 3 tâches. La première, une tâche syndicale, c'est-à-dire la défense des écrivains, tâche que cette Union n'a jamais remplie. Jamais on a vu l'Union des écrivains défendre un écrivain. Arrêté, poursuivi, ayant des problèmes même de santé. Même de santé. Cela est arrivé que des écrivains, des très malades, avaient besoin de soutien et n'ont pas été soutenus par l'Union des écrivains parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des gens proches du régime. Deuxième tâche, c'est une maison d'édition. Et en tant que maison d'édition, en tant que la principale maison d'édition dans le pays, cela veut dire qu'elle pouvait vraiment contrôler la production littéraire. Et c'est vrai que quand on prend le catalogue de l'Union des écrivains, il y a de bons livres, certainement, mais il y a énormément du n'importe quoi. Et cela a donné, pendant des années, pendant 1, 2, 3 décennies, une idée très mauvaise de la littérature syrienne à l'étranger. Alors, la troisième tâche est une tâche de censure, car les livres qui sont publiés dans le privé, parmi les éditions privées, doivent passer sous les fourches de l'Union des écrivains. Il y a eu un président de l'Union des écrivains. Bon, non seulement le président de la République est éternel en Syrie, mais le président de l'Union des écrivains est éternel. Il est resté au pouvoir 28 ans et il a passé le pouvoir à un autre type, Hossein Jamar, qui est encore plus minable. Et pour vous donner encore un exemple de ça, le directeur de la revue de l'Union des écrivains, Mawrif Adabi, est l'auteur d'un livre dans lequel il nous apprend que Cervantes, Dostoïevski, Proust, Kafka, je ne sais plus qui aussi, sont des ennemis du peuple arabe. Alors, il y a une censure qui régit toutes les publications en Syrie, et c'est une censure qui est très très variée. C'est une censure préalable. Dans certains pays arabes, on a supprimé la censure préalable. Par exemple, en Égypte,
Et la censure, c'est une censure, disons, sociale ou religieuse qui vient après coup. En Syrie, c'est la censure préalable, donc il y a un filtrage des gens. Chaque livre doit être envoyé à une direction de la censure au ministère de l'Information qui dispatche ces livres entre différents organismes. Si le livre est littéraire, il l'envoie à l'Union des écrivains. S'il est politique, à la direction de la formation du parti basse, c'est-à-dire à un organisme purement sécuritaire. S'il est religieux, au ministère des Waqf et des Affaires religieuses. Donc, toute sorte de production du livre est contrôlée par les services directement. Et il y a un grand arbitraire dans cela, parce que dans les filets passe parfois un livre qui peut être très original, très libre, etc. Et il y a d'autres livres qui sont censurés, interdits. Tout cela a amené la plupart des écrivains qui comptent en Syrie à publier au Liban ou en Égypte, et leurs livres sont interdits à la circulation en Syrie. Je dois ajouter à cela qu'il y a un monopole de la distribution des publications et un monopole de la publicité, ce qui rend encore toute entreprise privée de publication extrêmement fragile. Quatrième point, qui est important, bon, vous le connaissez, je ne vais pas beaucoup y insister, c'est la réislamisation, disons, générale dans le pays. Et c'est un paradoxe, entre guillemets, que on parle du régime laïque en Syrie, etc., mais l'essentiel de la réislamisation s'est fait durant ces 40 dernières années, parce que le régime a trouvé que c'était un moyen de stopper ce qu'il pensait être l'islamisme politique. Mais il s'est trompé, parce que l'islamisation offrait un terreau fertile pour l'islamisme politique, parce que cela signifie une certaine régression sociale, il faut le dire, parce que cela a nui au statut de la femme en Syrie, parce que la production, même religieuse, a été limitée aux livres les plus rigoristes, les plus étroits, les plus obtus, et on a laissé une bonne partie de la production spirituelle intéressante du patrimoine musulman. Et cela aussi a abouti à une crispation communautaire qu'on a vue parfois chez des minorités religieuses qui elles-mêmes se sont crispées vis-à-vis des gens appartenant à leur communauté. Je me rappelle à cet égard comment la communauté alaouite, par exemple, ou les chers de la communauté alaouite ont attaqué très violemment l'écrivain, le regretté Bouhadi Yassine, quand il a écrit son autobiographie en 1993, et ont poussé le pouvoir à la censurer, à la retirer de la circulation, ou comment la communauté druze est intervenue pour interdire le livre magnifique de Mamdou Azzam, Qasr al-Matar, le château de la pluie, qui est l'un des plus beaux romans syriens de ces 30-40 dernières années, une intervention pour l'interdire aussi. Quatrième point, cinquième, c'est que le marché du livre s'est rétréci d'une manière épouvantable. Le marché du livre, pourquoi? D'une part par le despotisme ambiant, d'autre part par l'islamisation aussi de la société. Et on a compté en Syrie, le ministère de l'économie et le ministère de l'information ont enregistré 379 maisons d'édition en Syrie en l'an 2004. En fait, sur les 379, il y a peut-être 350 librairies qui publient quelques livres de temps en temps, et sur ces 400, il y a 350 qui sont des librairies islamiques et qui publient le pire, à mon avis, de ce que peut publier. Le patrimoine islamique est grandiose. Ce n'est pas là la question. Mais la question, c'est le genre de publication qui est répétitif, publier les mêmes ouvrages rigoristes de fiqh, etc., ou des ouvrages apologétiques
et rien d'autre, et qui submerge le marché, si bien que les livres, les autres livres, ne se vendent pratiquement que dans le cadre des salons du livre, aussi bien à l'intérieur du pays ou à travers le monde arabe. Et les salons du livre aussi, Dieu sait à quel point elles sont submergées par le boom du livre islamique. Voilà en gros les conditions de la production littéraire. C'est pourquoi je considère personnellement que tous les écrivains qui ont vraiment réalisé des œuvres importantes durant sont des résistants. C'est une littérature de résistance en série, quel que soit le domaine. Parce que c'est des écrivains qui ont essayé de bousculer les tabous sexuels, politiques, religieux. Bon. Et il faut dire qu'en Syrie, les tabous politiques étaient les plus durs à bousculer. Donc souvent, ils ont été obligés de publier à l'extérieur. Mais déjà, dans les années 80, il y a quelques-uns qui ont osé publier. Parfois, d'ailleurs, ça a été publié comme le livre fameux de Hani Raheb, Al-Waba, l'épidémie, qui a été publié en 81 par le ministère de la Culture, mais qui a été retiré et il a lui-même subi après cela l'excommunication de l'Union des écrivains. Parce que là aussi, ce que j'ai oublié de dire, que cette Union des écrivains a expulsé un certain nombre d'écrivains sous prétexte qu'ils normalisent avec l'ennemi sioniste. En fait, ce n'est pas du tout cela, mais c'est parce qu'ils ont peut-être eu une rencontre dans un colloque avec un écrivain juif européen, où tout cela s'appelait normalisation avec l'ennemi sioniste. C'est ainsi que Adonis a été expulsé, que Hani Raheb a été expulsé, que Saad al-Ghannous a démissionné, que Hanamine a démissionné, Mamdouh Adouane aussi, etc. Bon, maintenant, je prends quelques exemples. Bon, il n'y a pas le temps pour développer trop cet aspect, mais si nous prenons les grands noms connus à l'échelle du monde arabe de la littérature syrienne, prenez le nom d'un poète comme Nizar Rabbani, qui est le plus célèbre poète du monde arabe, qui tirait ses recueils de poèmes à 25 000 exemplaires, etc. En fait, Nizar Rabbani, qui était un bourgeois bien assis, etc. Bon, mais tout ce qu'il a écrit ces dernières années dans sa vie, c'est une littérature de résistance. C'est une littérature de résistance, c'est une dénonciation du despotisme, c'est une dénonciation de la répression sexuelle, de la répression religieuse. C'est un fait qu'on aime la littérature de Nizar ou non, mais c'est vrai qu'il y a cette attitude de résistance à tous ces tabous. Prenons Zakaria Tamer, l'un des grands nouvellistes syriens. Depuis le début de son œuvre, il a commencé au début des années 60, l'essentiel, c'est la dénonciation de la répression policière. Le policier a une figure qui change de masque, disons, dans ses nouvelles, mais il y a toujours un flic qu'il dénonce. Prenez le théâtre de Saad al-Ghannous. Saad aussi a essayé au début de dénoncer, dès ses premiers livres, la répression policière, tout en n'étant pas un opposant farouche du régime au début. Mais il a compris, comme je l'ai dit, vers les années 80, qu'il ne pouvait plus continuer. Il a arrêté d'écrire pendant 10 ans. Ce qui est nouveau, et ce qui a expliqué un peu l'explosion de la littérature syrienne dans les années 2000, c'est que après la mort de Hafez al-Assad, il y a eu pendant quelques mois exactement un petit espace de liberté qui s'est traduit à travers les clubs de discussion autorisés par le régime avant qu'il ne les ferme rapidement. Et il y a eu 3 mois seulement après la mort de Hafez al-Assad ce manifeste très courageux de 99 intellectuels syriens, la déclaration des 99, qui était vraiment le point de départ d'un mouvement intellectuel important. Parce que, d'abord, il récuse toute réforme promise par Bachar
administrative ou économique qui ne commence pas par la suppression de l'état d'urgence, par le rétablissement de toutes les libertés publiques, par le respect du droit de tous les citoyens à participer à la vie publique et l'autorisation à l'association dans la société civile, bon, et par la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés et de tous les déportés. Bon, c'est à partir de là qu'on a assisté vraiment à un renouveau général de la littérature syrienne, là qu'on pourrait appeler comme une littérature contre l'oubli. Parce que le régime pouvait permettre un certain nombre de libertés, mais ce qui était interdit, c'était de rappeler ce qui s'est passé durant les 20 précédentes années, surtout la décennie noire. Et c'est pour ça que la littérature carcérale a eu une importance considérable en Syrie. Cela a commencé par des témoignages. Et d'ailleurs, le premier témoignage était seul d'une sœur musulmane qui n'a pas de prétention littéraire. Mais tout de suite après, il y a beaucoup d'auteurs qui sont entrés dans ce domaine et qui ont écrit des livres parfois de grande valeur. Je crois que le public français connaît maintenant, par exemple, le nom de notre ami Mustafa Khalifa, par exemple, et son livre « La coquille al-Qawqa ». Bon, mais il y a d'autres. Il y a avant Hassiba Abdelrahman, qui était une militante communiste et qui a écrit un livre avant, en 1999, je crois, publié à Beyrouth, sur son expérience, elle, en prison, etc. Et puis, il y a eu tous les romans qui se sont succédés contre l'oubli pour rappeler la vie politique en Syrie durant l'ère Assad. Je citerai, par exemple, quelqu'un comme Khaled Khalifa dans son livre. Je vais parler des gens qui sont traduits en français, comme Khaled Khalifa, qui a écrit Éloge de la haine, mais aussi beaucoup d'écrivaines, par exemple Samaria Yazbek, par exemple Rosa Yassine, etc., etc. Je ne vais pas citer, sinon j'oublierai des gens très importants aussi et que je respecte beaucoup. Donc cette littérature, aujourd'hui, je crois, est une littérature qui est très prometteuse parce qu'elle ne respecte plus du tout les trois interdits, le triangle des interdits dont parlait Bouali Yassine, l'interdit politique, religieux, sexuel, et parce qu'elle s'exprime très librement et qu'elle a atteint un niveau littéraire, un niveau esthétique, un niveau qui est de grande valeur. Malheureusement, je dois dire, cela, on ne peut pas encore parler de ce que la Révolution a produit comme œuvre littéraire. Il y a eu des romans, il y a eu par exemple un roman de notre ami Maha Hassan, les tambours de la guerre, etc. Mais il n'y a pas encore suffisamment d'œuvres pour pouvoir faire une estimation réelle de ce que la Révolution a apporté à la littérature syrienne. Vous savez, la littérature se fait plus lentement, ça demande du temps. Regardez la littérature issue après la Révolution française, cela a mis beaucoup de temps pour avoir de la bonne littérature. Bon, mais il y a un phénomène qui est intéressant, c'est la constitution d'une union des écrivains, d'une ligue des écrivains syriens qui est complètement indépendante du pouvoir. C'est un premier pas qui a été pris par une centaine au début et maintenant par 200 écrivains peut-être qui appartiennent à cette association libre qui a publié 2 revues déjà, Dimashq et Awraq, papier, d'un bon niveau, et ce qui n'a pas rien, qui est présidé par Sadr Jalal Adom, qui est quand même une figure de proue de la philosophie laïque dans le monde arabe tout entier. Bon, c'est lui le président de cette association. J'y insiste parce qu'on n'entend que parler des djihadistes et des... Bon, mais chaque fois qu'il s'agit de production intellectuelle, de production littéraire, de production artistique, il n'y a pas d'islamistes du tout. Du tout. Et c'est le cas d'ailleurs de la Ligue aussi des artistes qui a été fondée, alors peut-être Fananin, ou de la Ligue des journalistes. Ensuite, il y a une chose que vous connaissez, c'est que beaucoup d'intellectuels et d'écrivains ont été arrêtés en Syrie. Beaucoup ont dû s'exiler.
Et c'est pourquoi je terminerai sur ça. C'est-à-dire qu'il est toujours important qu'on reste vigilant et qu'on défende ces écrivains-là, qu'on rappelle toujours que les meilleurs, vraiment, les meilleurs sont en prison ou en exil, et qu'il faut les défendre. Vous avez vu le mouvement qui réchauffait le cœur pour la libération de Youssef Abdelki. Il faut vraiment mener des actions de ce genre pour tous les autres. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de votre intervention. On vous écouterait pendant des heures, mais malheureusement, on est pris par le temps. Y a-t-il des questions dans la salle? Je suis sûre qu'il y en a, oui. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Il y a un point que j'aimerais souligner par rapport à ce que vous venez de dire par rapport au contrôle du régime et de l'État des écrivains. Cette perversion que le régime a utilisée par rapport aux grands écrivains surtout, c'est que pendant leur vie, il les a combattus, leur a interdit leurs œuvres, et la plupart du temps, quand ils étaient malades et dans des phases où on voyait qu'ils ne reviendront plus, c'est là qu'ils essayaient de récupérer leur aura pour se dorer le blason en parlant justement de Nizar Kabani. Ils ont nommé une rue à Damas à son nom, ils lui ont fait des funérailles officielles, pareil pour Mamdouh Hadouane, pareil pour Saadallah Wannous. Donc ça, c'était particulièrement tordu à mon point de vue. D'un autre point de vue, il y a une question qui m'interpelle. Il y a certains intellectuels qui ont été quand même nommés à des postes clés qui, tout en étant sous contrôle, ils ont réussi quand même parfois à avoir une petite marge où ils ont rajouté. Donc je pense notamment au cas d'Antoine Martissi qui pendant longtemps a dirigé les éditions du ministère de la Culture. Et donc, à votre avis, pourquoi il y a eu cette, si j'ose dire, contradiction? Est-ce qu'ils ont voulu quand même laisser une petite porte ouverte, ou est-ce que c'était inévitable pour eux, ou je sais pas, le cas d'Antoine Martissi par exemple? Merci. Oui. J'ai dit dans mon intervention que le ministère de la Culture a mené pendant de longues années un travail qui était très positif. Et justement, c'était sous la conduite d'Antoine Martissi, surtout de ce programme de traduction. Et c'est grâce à lui qu'on a eu de très bonnes traductions de Proust, par exemple, en arabe, très bonnes. Et on a eu des traductions de Dostoïevski, vraiment et de bonne qualité. Bon. Mais je crois qu'il y a eu dès le début, si vous voulez, des lignes rouges qui ont été tracées. Ces lignes rouges, c'est... On peut parler de la répression en général. C'est-à-dire quelqu'un qui dit... Nous, Arabes, on a été toujours, de toute notre histoire, sous une autorité patriarcale, despotique, etc., etc. Ça, c'est très courant, et on peut le dire. Bon. Mais allez dire que ce régime, le régime en place, est dictatorial et despotique, a commis tous les méfaits qu'il a commis, aussi bien en Syrie qu'alentour, etc. Et là, vous finissez en prison, et en tout cas, vous ne pourrez pas publier votre livre en Syrie. Bon. Maintenant, il y a des livres qui ont échappé à la censure durant les années 80, et j'ai noté quelques-uns d'ailleurs, parce que c'était des exceptions. Il y a... j'ai parlé de... par exemple, Ibrahim Samouil, un très bon nouvelliste, qui a pu publier un livre où il parle de la prison et qui était un recueil de nouvelles remarquable, tout sautement, qui s'intitule Nahnahal. Il y a un ancien prisonnier politique, Rassan Jibai, qui a écrit aussi Asab al-Maouz, bon, qui est aussi un recueil de nouvelles où il parle de ce... Tous ces gens sont des gens parfois qui ont passé 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été 15 ans, 16 ans, 18 ans en prison, parfois sans jugement. Bon, donc, en tout cas, sans jugement pendant 4-5 ans, et puis ils ont été jugés et condamnés à 10 ans
de prison. Donc, il y a eu, à travers le filet, quelques auteurs. Bon, il y a eu aussi des livres publiés à l'étranger, dans d'autres pays, enfin à l'étranger, c'est-à-dire au Liban ou en Égypte, et qui ont pu être introduits en Syrie sous le manteau. Bon, notre ami ici présente, Salon Naïmi, par exemple, a publié un livre qui a été interdit. Mais je crois qu'il a pu circuler en Syrie sous le manteau. Bon, et ainsi de suite. Il y a je crois, des livres de Rosa Yassine, par exemple. Un livre comme Horace Lawa n'a pas été autorisé en Syrie, il a été publié à Beyrouth. Et les Gardiens de l'air, qui paraîtra prochainement, j'espère, en français, chez Actes Sud, bien sûr. Qui traite d'ailleurs de la prison politique ou des femmes des prisonniers politiques en attente de la sortie et qui attendent au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, puis l'attente se prolonge à 10 ans et tous les affres de l'attente, et qui est un tribunal. Il a circulé en Syrie, mais de façon plutôt clandestine. Voilà. Autre question? Non? Ça. Oui, par rapport à ce rapport des intellectuels avec les institutions, avec le corps d'une présence culturelle, intellectuelle, d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense que c'est aussi très... il y a des choses propres à la Syrie, parce que c'est pas seulement au niveau publication, aussi par exemple au niveau cinéma, parce que aussi l'organisme national du cinéma est lié au ministère de la Culture. Et nous, en tant que cinéastes, on a beaucoup réfléchi à ce point, c'est-à-dire à quel point on considère qu'une institution de l'État appartient à nous ou au ministre ou au directeur. Et ça, c'est une question très importante qui continue à être présente dans notre rapport maintenant avec la Révolution. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit donner un coup de pied à tout, ou il faut qu'on garde aussi ce rapport avec... donc, je pense, comme tu as cité les noms au ministère de la Culture, il y avait plein de gens... Même Najah Attar, à un moment, est devenu un nom propre au niveau culture. Mais pareil au cinéma, pareil à la musique, pareil à l'opéra. C'est-à-dire partout, il y a des moyens techniques où on doit vivre, nous, avec ça. Est-ce qu'on continue ou on tourne le dos? Je pense que c'est une question qui mérite une réflexion et qui est très complexe. Oui, mais justement, c'est le problème de... quand on parle du cinéma ne peut pas être fait par un écrivain peut écrire chez lui. C'est facile, il faut un crayon. Bon. mais pour faire du cinéma, c'est une autre paire de manches. Donc, mais comme il y a un monopole par l'État, par l'agence de l'État, c'est une situation particulièrement douloureuse. D'ailleurs, je me rappelle d'une déclaration de notre regretté ami Omar Amiralay, quand il a dit que j'ai 65 ans, ça fait 40 ans que je fais du cinéma, je n'ai pu produire que 7 films et qui sont presque tous interdits en Syrie. Quand on imagine qu'un grand cinéaste bourré de talent comme Oussama Mohamed produit un long métrage qui est interdit dans le pays alors qu'il a une capacité énorme, à mon avis. Bon, non, mais je veux dire, c'est quelque chose de particulièrement douloureux. C'est-à-dire la raréfaction, si je peux dire, de la production culturelle syrienne du fait de la mainmise de l'État dictatorial, despotique sur la production culturelle. Bon. Et c'est certain que pour tout ce qui nécessite un ensemble de moyens, réunir un ensemble de moyens pour produire, par exemple, le cinéma ou le théâtre,
Bon, il faut qu'il y ait que la société civile commence quand même à prendre en charge, à prendre ses responsabilités dans ce domaine et qu'on ne compte pas seulement sur l'État comme on s'est habitué à le faire. Y a-t-il encore des questions? Oui. Je suis le mari d'Isabelle Auxerre et diplomate, mais là je m'exprime naturellement à titre tout à fait privé, pas du tout à titre officiel. Et je voulais dire qu'en écoutant Farouk Mardambe, me revenaient beaucoup de souvenirs des années 80 et de l'Europe de l'Est. Et c'est peut-être l'occasion d'adresser un mot d'encouragement vis-à-vis de nos amis syriens. Ils ont tout à fait légitimement l'impression non seulement d'une énorme injustice, comme vous l'avez dit, mais aussi d'une indifférence incroyable de la part des opinions et des élites occidentales. Et c'était le sentiment qu'avaient les gens de l'Europe de l'Est après le rideau de fer et même pendant les années, la fin des années 70, au début des années 80, quand le système soviétique commençait à se craqueler, nos opinions étaient davantage du côté des régimes que du côté des révolutionnaires en Europe de l'Est. Avec cette injustice que quelques années plus tôt, nos opinions avaient été plutôt solidaires des peuples opprimés en Amérique latine, et on accueillait volontiers les victimes de la répression au Chili, etc., alors qu'on continuait à refuser notre accueil aux gens qui étaient opprimés par les régimes d'Europe de l'Est. Alors, ce que vous avez dit, il y a beaucoup de points communs, bien sûr, dans le traitement des intellectuels par le régime. Ce qui a un peu cassé cette attitude des élites intellectuelles dans nos pays vis-à-vis de l'Est, c'est le phénomène Solzhenitsyn, bien sûr, mais c'est aussi un article très remarquable de Milan Kundera dans la revue Le Débat qui s'appelait « L'Occident kidnappé » et qui prolongeait le phénomène Solzhenitsyn en faisant une espèce d'opération vérité sur le plan intellectuel, de miroir qui nous était tendu, en expliquant que bien avant Huntington, etc., que les enjeux étaient fondamentalement culturels et qu'en Europe de l'Est, le régime soviétique, c'était un phénomène de kidnapping de l'idée occidentale, de la culture occidentale. C'est la culture occidentale qui était opprimée par le système soviétique, donc c'était une partie de nous-mêmes. Dans le cas de la Syrie, évidemment, on ne peut pas dire, même si par titre personnel, je crois que les liens entre la Syrie et l'Occident sont tellement profonds que d'une certaine façon, c'est aussi l'Occident qui est bafoué. Mais ce qu'on peut dire, et c'est encore plus universel, c'est que c'est l'humanité qui est kidnappée en Syrie par les partisans du régime et leurs alliés objectifs, les djihadistes. Et je crois qu'il y a quelque chose à bâtir sur cette idée forte. Et je me demandais, monsieur Mardambe, si vous avez, avec des témoins de l'époque de la libération de l'Europe de l'Est, si vous avez un dialogue qui permettrait aux intellectuels syriens de s'appuyer sur cette espèce de précédent, donc leur permettre de voir que d'autres avant eux sont passés par le même type d'épreuves et ont trouvé des solutions. Vous pouvez rien dire. Bon. Merci beaucoup. Bon, on va... Non, sur la question c'est important, sur la relation entre les intellectuels et le pouvoir. Il y a, pendant de longues années, la mouvance principale, disons, de l'intelligentsia est une mouvance de gauche. Bon. Et cette mouvance de gauche était sous la coupe de l'idéologie du marxisme soviétique.
Et le marxisme soviétique, à l'époque, était tout à fait favorable à ces régimes, on les appelait les régimes de la petite bourgeoisie, qui avaient des dispositions à évoluer, qui pouvaient... Bon. Et justement, quand j'ai cité l'analyse de Saadallah, c'était un peu ça, parce que lui, il partait de ça. Il partait que c'est un régime ambigu, parce que la petite bourgeoisie, on appelait ces régimes les régimes de la petite bourgeoisie. Et parce que la petite bourgeoisie est ambiguë, elle balance entre la classe ouvrière et la grande bourgeoisie, etc. Et donc, il y a une marge pour l'intelligentsia de gauche de s'engouffrer dans là et de faire des choses. Cette analyse a convaincu beaucoup de gens. Heureusement pas tous. Heureusement pas tous. Il y a des gens qui sont dans l'opposition depuis 63. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui ont marché dans ça, qui ont été convaincus que non, voilà, la réforme agraire, les nationalisations, on va améliorer la démocratisation de la culture, je ne sais pas quoi, etc. Ce n'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient des cocus, qu'ils se sont fait cocufier parce que cet État qu'ils imaginaient un véritable État a été privatisé par un clan prédateur, corrompu et corrupteur. Et c'est à partir de là, je crois, qu'un éveil et que la répression très très violente, particulièrement terrible dans les années 80, des dizaines de milliers de morts, on parle de Hama, bien sûr, de la prison de Palmyre, bien sûr, mais si on compte l'ensemble des victimes de la répression, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Rien qu'à la prison de Palmyre, on estime à 10 000 personnes mortes sous la torture ou pendues. Bon, c'est quelque chose... Alors, sous cette influence, les intellectuels ont compris qu'ils ne peuvent plus être crédibles devant la population s'ils ne résistent pas à ce régime, qu'ils ne parlent pas autrement, qu'ils ne s'éloignent pas. Et il y a eu le début de divorce entre la majorité d'entre eux et le pouvoir. Et puis aussi, comme ils ont dû subir aussi après la pression de groupes islamiques de différentes sortes, ils ont aussi été obligés aussi de résister sur deux fronts. Et c'est ce qu'on a vu dans les années 2000. Là, le meilleur de la production intellectuelle et culturelle, en général littéraire syrienne, est une littérature de résistance à ce deux fléaux. Voilà. Merci beaucoup. Oui, monsieur, on vous apporte un micro. Je suis Najati Tayara d'Ossiri. Je regrette بور بارل عربي. أرجو أن إذا كان ممكنا أن تقدم ترجمة وأشكرك على ذلك. أود أن أتساءل ما المغزى الذي يمكن أن نتوصل إليه عبر تأملنا للثقافة التي تحدثت عنها. كتاب مصطفى خليفي وأفلام أسامة محمد وسعد الله والنوس ومسرحه، ما مدى انتشارها كان ضمن الثقافة السورية بالتقابل مع الثقافة الشائعة التي كان النظام يتصالح معها، ثقافة أو يدعمها ويوسع مجالها، وهي ثقافة البوطي وثقافة السلفية الأخرى. لا أدري إذا كان من الضروري أن أتوقف وأن تترجم. Il se demande que cette littérature de résistance, celle que j'ai appelée une littérature de résistance, à quel point elle a pu être diffusée et avoir une influence dans le pays par rapport à la littérature diffusée par les organismes officiels du régime. أشكرك وآسف على هذا الاضطرار. على كل، كما تعلم كنت أنا من أحد النشطاء المتواضعين في ربيع دمشق وفي كل حركة
إحياء المجتمع المدني وإلى آخره في سوريا كما تعلمون ربما. كنت ألاحظ هناك تفارقا ما بين ثقافة النخبة ثقافتنا نحن والثقافة الشائعة الممتدة والتي كان النظام متصالحا معها أو مفسحا المجالات لها وحتى اليوم، لكنه بنفس الوقت كان ينمي خصمه الآخر، خصمه السلفي والطائفي الشديد الآن الذي ارتد برد فعل ويكاد يسرق هذه الثورة. L'intervenant est un militant très connu du printemps de Damas, et il dit qu'il avait constaté durant son militantisme, durant cette période, à quel point il y avait une différence entre les idéaux qu'il défendait et la culture répandue par le régime, y compris celle qu'il prétendait combattre, mais qu'il a encouragée. Il veut parler de l'islamisme radical, c'est-à-dire qu'il nourrissait lui-même un autre ennemi du pouvoir. أنا أعتذر مرة أخرى عن متابعتي إذا سمحتم. هذه المشكلة في الثقافة السورية ما بين ثقافة النخبة التي كانت تتسرب عبر المنسوخات كما تعلمون. مصطفى خليفي لم ينتشر في سوريا إلا عبر الكوبي، وأسامة محمد بقي فيلمه محصورا وإلى آخره كما تعلمون. أما الثقافة الشائعة فهي ثقافة السلطة بالذات، هي ثقافة ذات الوجه الملكي الذي حولها من جمهورية إلى ملكية كما تعلمون. هذا طبيب العيون الذي ولد ليصبح ملكا واستقبل في فرنسا قبل الثورة استقبال الملوك، ثم الآن تنمو في سوريا هذه الحرب المجنونة التي تذهب بكل شيء أخضر بقلوبنا وبأطفالنا، ويصنع منها النظام حواجز التقتيل المروعة في كل مكان. لماذا كانت هذه الثقافة التي قدمت هذا الرئيس الملك كان مقبولا في الثقافة الغربية؟ وأنا لا أريد أن أتحدث عن نظرية مؤامرة هنا، لكن أريد أن ألفت النظر فقط إلى المفارقة الكبيرة التي تجري في الإعلام اليوم العالمي، ويكاد يرشح هذا الرئيس المجرم يكاد يرشح لجائزة نوبل لأنه سلم السلاح الذي ارتكب فيه جريمة العصر، الجريمة الكيماوية. أشكرك وشكرا. أعتذر. Non, il est revenu à l'idée que la culture des élites était minoritaire, évidemment, par rapport à la culture dominante qui était celle du pouvoir, et qu'il y avait deux aspects, deux visages, celui du régime et celui de l'islamisme radical. Et que c'est ce qui explique que après le déclenchement de la révolution, il a lui-même encouragé toutes les tendances néfastes qui existaient dans la société et qui provenaient de cette culture, de cette double culture du pouvoir et de l'islamisme radical, et qui sont en train de détruire le pays. Et il s'inquiète du fait que quelqu'un comme Bachar al-Assad a été accueilli en France quand il n'était pas encore président, mais qui n'était que le dauphin désigné par son père et qui a été reçu par Jacques Chirac à l'Élysée, et que les pays occidentaux ont finalement se disent aujourd'hui tout à fait satisfaits du fait que ce criminel allait livrer ses armes chimiques avec lesquelles il a commis son grand crime il y a un mois dans la route à Damas. Voilà. Je crois que j'ai résumé correctement. Voilà. On prend une dernière question et c'est terminé. Oui, allez-y. Pour revenir à la culture, ce qui est
notre ami a dit, pour la culture de l'élite, est-ce que tu as appelé, Faro, la culture de la résistance? Je sais que tu sais mieux que moi que notre ami, que le régime a toujours avec beaucoup d'intelligence, a toujours récupéré les écrits qu'on considère maintenant comme, qu'on a considéré, on continue à considérer comme des littératures de la résistance, théâtre de la résistance, pas que de la résistance. Il a toujours récupéré ces écritures et les auteurs, c'était des chouchous du régime. La plupart de ces auteurs, ils avaient des postes, des hauts postes, ils étaient des responsables. Et il y a quelqu'un qui était responsable même de la censure, des rédacteurs en chef, il y a eu toutes sortes de... Donc maintenant, on commence à dire un tel, mais moi je crois que nous, Syriens, on a besoin de réécrire notre histoire de la littérature et voir chacun vraiment comment il a participé. Moi, si vous voulez, mon avis en tant qu'écrivain, je dis, il n'y a jamais eu de littérature de résistance en Syrie. C'est vrai parce qu'il y avait la répression, il y avait la corruption, une sorte de corruption, les postes et tout ça. Et tout le monde ne peut pas partir, ne peut pas laisser tout et partir à l'étranger, être peut-être un peu plus libre à l'extérieur. Donc il y a eu cette complaisance entre le régime et les intellectuels syriens. Oui. Merci. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais ce que j'ai dit, Salwa, c'est que même ces gens-là qui n'avaient pas de problème politique avec le régime. Prends par exemple un poète, un très grand poète comme Mohamed Maroud. Bon, il n'avait pas de problème, lui, avec le régime. Pas de problème politique direct. Mais sa poésie, ses pièces de théâtre sont une critique réelle du régime. Parce qu'il est impossible à quelqu'un de faire de la bonne littérature en faisant juste en étant un turiféraire du régime. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les intellectuels ont été des alliés du régime, sauf un certain nombre, une petite élite. Et ils ont occupé des postes, et ils ont accepté, et ils ont justifié leur attitude par des théories fumeuses que j'ai évoquées. Mais quand ils écrivaient, ils ne pouvaient pas ne pas exprimer un certain nombre de choses, sinon ils perdaient toute crédibilité. Toute crédibilité. Bien sûr, après leur mort, il y a eu un grand hommage à Mamadou Adouane en Syrie, alors qu'il était expulsé il avait signé la déclaration des 99 et il a été expulsé de l'Union des écrivains. Il y a eu un hommage à Mohamed Maroud, etc. Mais il reste que leurs œuvres ne sont pas des œuvres qui sont à la gloire du régime. C'est-à-dire ils ont pu glisser un certain nombre de choses. Là où ils ont été arrêtés, c'est quand ils parcouraient une certaine ligne rouge, qui est celle de l'atteinte à la personne du président de la République, de parler de la grande politique, de la stratégie. Si quelqu'un critiquait, par exemple, l'intervention... C'est arrivé, d'ailleurs. Il y a un auteur qui a écrit un livre dans lequel il y a une critique de l'intervention syrienne aux côtés des Américains en Irak en 1991, la fameuse tempête du désert. Bon, là, c'est interdit, bien sûr, complètement. C'est impossible et il est jeté en prison. Mais il y a toujours des lignes rouges à ne pas dépasser. Et puis sinon... Oui. Non, après l'an 2000, il y a eu des dépassements. Après 2000, il y a eu des dépassements. Avant, c'était très très rare. Je suis d'accord.